Vous êtes sur Sika TV, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Sika Info Mag. Officiellement investi le 29 mai dernier, le président Muhammadu Buhari, le tout nouveau président nigérian, a fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité numéro 1. Un engagement que ce dernier prenait au moment où le groupe islamiste a repris avec ses violences et attaques dans le nord du pays. Depuis lors, plusieurs attentats suicides ont déjà fait plusieurs dizaines de morts. Reprise des violences au Nigeria. Buhari peut-il en finir avec le groupe islamiste Boko Haram? C'est le premier thème à développer ce jour dans votre émission. Ensuite, nous irons sur le chantier de la FIFA, la corruption à la FIFA. Après la démission du président Sepp Blatter de la tête de cette institution, quelle réforme engagée pour la renaissance du sport roi? Nous en parlerons également dans un instant. Mais tout de suite, je vous propose, madame, monsieur, de suivre d'abord le flash d'information. Au Nigeria, le président Buhari a salué ce jeudi le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram. C'était au lendemain de sa visite au Niger. Le président Buhari, investi vendredi, a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram. Au Burundi, après le report s'inédit des élections générales, les parties prenantes se sont entendues pour la reprise du dialogue politique. Néanmoins, l'opposition demande le départ de Saïd Djinit, le médiateur envoyé spécial des Nations Unies. En fait, les autorités libyennes non reconnues par la communauté internationale ont arrêté quelques 500 migrants illégaux qui prévoyaient de traverser la Méditerranée. Les clandestins arrêtés ont été emmenés vers les centres de détention à Tripoli. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a décidé à en finir avec le groupe islamiste Boko Haram. Peut-il arriver à cette priorité? C'est le premier sujet à débattre dans cette émission. Ce sera juste après ce générique. Pour débattre de la lutte contre Boko Haram au Nigeria, je reçois deux journalistes analystes. Il s'agit d'abord de Georges Amelon. Il est journaliste et analyste politique au Bénin. Il est en fonction à l'Office des radios et télévisions du Bénin, l'ORTB. Georges Amelon, bonjour. Bonjour Joël Arvoyer. Le second invité du jour est Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour à vous, bonjour au plateau et bonjour aux téléspectateurs. Alors je reste avec vous, Joël Yetonji. Je le disais tantôt, Boko Haram a repris donc avec ses attaques au Nigeria. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Joël Yetonji, la reprise de ces violences juste au lendemain de l'investiture du président Buhari? Ce welcome sanglant de Boko Haram à Muhammadu Buhari est parlant de lui-même. Je trouve que c'est d'abord la preuve que ces fous de Dieu qui tuent, violent, saccagent tout sur leur passage et qui ont pratiquement érigé ces façons de faire en code religieux sont en train de faire comprendre par là qu'ils ne sont prêts à reculer devant personne et dit devant rien. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont deux défis: installer le califat islamique tout autour du nord. Mais il faut dire qu'ils ont en face d'eux un homme qu'ils connaissent très bien. Buhari vient du nord. Buhari a fait ses preuves. C'est le général qui, pendant sa campagne, comme on voit souvent, a donné le ton de ce qu'il entend faire. C'est l'homme qui a dit vouloir éradiquer le mal. C'est l'homme qui a dit être décidé à mettre un terme à la secte islamiste. Alors, on a vu beaucoup de chefs d'État donner des couleurs, annoncer ce qu'ils ont envie de faire, mais très rapidement passer de l'autre côté. Mais Buhari, même après son investiture, pendant son investiture, est revenu là-dessus. Alors, le groupe islamiste a fait comprendre à son vis-à-vis, qu'ils connaissent très bien, qu'ils sont là. Ils sont présents, la bataille ne sera pas facile. C'est une façon aussi de dérouter le vis-à-vis. Buhari, avec toute cette fougue, à éradiquer le mal, à aller au bout du groupe islamiste, il faut déjà trouver les moyens pour essayer de calmer, si possible, ces ardeurs. Donc vous pensez que c'est une intimidation, c'est une attaque pour intimider le président, le tout nouveau président? Ce que nous assistons là, on est pratiquement en conflit ouvert. C'est comme sur un champ de bataille. On pourrait dire de façon un peu schématique et plus restreinte qu'on est presque sur un ring. On a des adversaires redoutables. Et Buhari, on le connaît, on l'a vu aller
Et ce dont nous parlons aujourd'hui, on a beau les minimiser un peu trop tôt, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, que c'est une force redoutable. Et on voit ce que ça crée comme dérive au niveau de la sous-région. Ça peut déstabiliser toute une région. Les pays qui hier étaient restés un peu indifférents à ce qui se passe aujourd'hui ont compris l'enjeu et se sont lancés dans la bataille. Alors, donc, il est question pour eux de déstabiliser d'entrée de jeu déjà l'adversaire et si possible lui faire peur, mettre un peu en déroute cette stratégie s'il le faut et ensuite se créer un peu d'autres espaces pour aller de l'avant. Alors, Georges Amelon, face à ces attaques, est-ce que vous pensez que le président, le tout nouveau président, peut réellement arriver à mettre fin aux exactions de Boko Haram? Mais je crois que la première chose qu'il faut dire, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Le président Buhari a dit « Je suis décidé à mettre fin à l'action de Boko Haram ». Il a pris un acte fort, une décision forte, c'est d'aller installer le PC opérationnel à Maïdougouri, en pleine région où il y a beaucoup plus d'attaques, justement. Boko Haram a ses activités. Et bien, à partir du moment où il a décidé de faire ça, c'était une forme de déclaration de guerre et je suis sûr que au niveau de Boko Haram, on l'a pris de cette manière-là. La question est de savoir si oui ou non, le Nigeria peut, en ce moment, dans l'état actuel des choses, mettre fin à l'existence de cette secte. À votre avis, est-ce que vous pensez que je crois que oui, parce que la puissance armée nigériane n'est pas négligeable. On sait effectivement que la secte est bien armée, mais on l'a vu reculer devant les attaques venues du Niger. Mais elle n'a pas disparu, elle est toujours là et continue pas à frapper. Oui, mais bien sûr, parce que tout simplement, les pays qui jusque-là lui ont véritablement fait face ne sont pas les autorités dirigeantes du Nigeria. Le Nigeria jusque-là, le gouvernement nigérien jusque-là, avec Goodluck Jonathan, avait tenté une sorte de passe d'armes molle. Je pense simplement parce que l'objectif principal, c'était d'abord les élections. Je pense qu'aujourd'hui, les élections sont derrière nous. Et je crois que là, avec un général comme celui qui est à la tête du Nigeria aujourd'hui, l'armée nigériane est prête à donner sa pleine mesure. Et il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui, elle a des alliés. Nous avons autour le Tchad, qui est aujourd'hui une puissance militaire en Afrique. Nous avons le Cameroun, qui jusque-là n'a pas pu collaborer normalement avec le Nigeria, mais auquel aujourd'hui le général Buhari tend la main. Nous avons le Niger de l'autre côté. On peut dire qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, Boko Haram est cerné. Il reste à bien se rendre compte que la solution militaire n'a jamais été, où que ce soit, la solution ultime. Voilà, c'est ce que je voulais justement vous demander. Est-ce que vous pensez qu'il faut régler le problème de Boko Haram nécessairement par les armes? Mais je me souviens qu'il y a quelques années, en discutant avec un diplomate béninois qui était en poste au Nigeria, à l'époque Boko Haram n'avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui, je disais qu'il faudrait que le gouvernement nigérien ne néglige pas les actions de ce qu'on appelait une petite secte. On les appelait des trublions. On leur donnait tous les qualificatifs dévalorisants. Et on se rendait compte qu'il y avait là peut-être quelques illuminés qui avaient l'intention de faire bouger le pays. Mais le fait religieux n'est jamais à négliger. Et s'il s'agit d'un ferment redoutable, il suffit simplement de se rendre compte de la manière dont les religions prolifèrent dans nos pays. Elles surfent sur la misère, elles surfent sur beaucoup de désespérance. Et à partir du moment où elles sont capables d'avoir ce terreau-là, elles se développent, elles s'installent, elles s'enracinent. Et je crois que le Nigeria a pensé pendant un certain temps qu'il suffisait d'agir par la force. À l'époque, moi je disais à cet ami diplomate béninois, le gouvernement nigérien ferait mieux de prendre la tâche tout de suite avec les notables pour arriver à faire en sorte que ces personnes-là très vite soient isolées au sein de la communauté pour qu'il y ait un autre langage que celui qu'ils parlent pour leur faire face. Toujours sur le terrain de la religion, mais un terrain qui soit un peu plus pacifique que celui qu'ils veulent emprunter. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai. Le gouvernement nigérien ne pourra pas faire autre chose qu'utiliser la force, puisqu'en face d'eux, ils ont des jusqu'au-boutistes. Mais il faut également, à côté, mettre un second fer au feu. Des négociations, du travail de dissuasion, de persuasion, de sensibilisation, qui touchera beaucoup plus les populations et qui
progressivement fera qu'ils auront du mal à recruter. Joël Yetondy, est-ce que vous pensez que le Nigeria peut arriver à en finir avec Boko Haram par les armes, nécessairement, rien que par les armes? Pas rien que par les armes. Est-ce que le Nigeria viendra à bout de Boko Haram? Oui. Il faut voir déjà la démarche, la stratégie mise en place. C'est symptomatique de ce que celui qui est en face aujourd'hui de Boko Haram s'y connaît. L'homme, une fois investi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bateau de pèlerin, est allé taper à la porte de ses voisins immédiats qui sont déjà engagés dans ce combat et discuter franc jeu avec eux pour partager avec eux sa nouvelle vision. En dehors du fait que le commandement militaire a été déplacé, mais aujourd'hui, il est envisagé déjà une conférence au niveau de cette partie de l'Afrique pour voir comment faire de cette force multinationale une réalité, son déploiement une réalité. C'est heureux. Il a ajouté, non, il faut voir l'homme, je dis, il faut voir l'homme dans sa démarche. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Voilà quelqu'un qui prend les commandes et dit, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que l'armée nigériane occupe le contrôle des villes que vous occupez aujourd'hui, qui ont été récupérées à Boko Haram. Ça veut tout dire. Et il donne 4 semaines. Cela signifie que l'homme ne va pas dans la précipitation. C'est important. Lorsque vous avez en face de vous des gens si organisés, c'est vrai, comme l'a dit Georges Armand tout à l'heure, on a minimisé cela, mais on s'est rendu compte que c'est des gens hyper organisés, qui savent frapper juste au bon moment, quand il le faut. Donc, oui, aujourd'hui, Buhari, en se donnant toutes ces stratégies, je pense qu'il va y arriver. Mais aujourd'hui, le combat est tel que associer seulement les voisins ne suffira pas. Il faut associer la communauté internationale. Mais vous avez ajouté... Non, la communauté internationale, ce serait un abus. Non, on ne peut même pas parler de... Moi, je ne vois pas ça comme une contribution hier, puisque non, l'appui ne s'est pas véritablement concrétisé. Sur le terrain, hier, ils ont dû replier parce que quoi? Le gouvernement en place de Goodluck Jonathan a signifié que ce qu'on leur demande en contrepartie est complètement inadmissible. Ils ne pouvaient pas le concéder. Et les autres ont dû replier. On a juste accordé le minimum. Mais ce qui se passe aujourd'hui, si le Nigeria est déstabilisé, on l'a constaté, ce n'est pas qu'une petite portion qui sera déstabilisée. Donc, tout le monde est plus que jamais concerné par ce qui se passe. Mais vous avez demandé tout à l'heure si la force des armes suffira. Non, c'est vrai, on l'a constaté. Je dis une fois encore, la provenance de Mamadou Buhari reste aussi un atout. Il est du Nord, il sait comment ça se passe. Il faut jouer sur le terrain du dialogue. Ce n'est pas anodin ce qui s'est passé très récemment. Au Bénin, je veux parler de la paix, le dialogue religieux. Il faut arriver à inculquer dans la tête des uns des autres que la différence de l'autre l'enrichit. Et aujourd'hui, il est question d'amener les citoyens, qu'ils soient musulmans, religieux ou autres animistes, à comprendre que ce qui se joue, c'est contre eux. Il faut surfer sur le terrain de la misère ambiante, il faut surfer sur le terrain de l'alphabétisme, il faut surfer sur le terrain de l'ignorance et amener les uns les autres à être acquis à la cause commune. Maintenant, réaliser aussi au niveau de ces localités souvent délaissées. Ce n'est pas que le fait, on n'aura jamais de cesse de le dire, ce n'est pas que le fait du Nigeria, c'est un constat. On ne comprend pas comment ça se passe, que les chefs d'État, une fois élus, oublient carrément les Nord de la plupart des pays. Non, le Nord est considéré comme un no man's land et chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il faut mettre sur place les infrastructures qui permettront à ces populations de se sentir simplement citoyens. Quand ça manque, d'autres vont l'occuper. Et s'ils l'occupent, et chaque fois qu'il y aura des candidats pour accompagner le groupe islamiste Boko Haram, et suivez mon regard, il y aura toujours des velléités nuisibles. Donc c'est sur ce terrain qu'il va falloir travailler. Voilà. Alors Georges Armand, est-ce que vous pensez que Buhari peut régler le problème en un temps record quand on sait que l'armée nigériane est gangrénée par la corruption? Ben vous savez, on a déjà vu l'armée nigériane efficace ailleurs. On l'a vu efficace dans la sous-région, au Libéria, en Sierra Leone en particulier. C'est une armée qui est suffisamment aguerrie. Et la corruption ne fait pas tout. Parce que sur un terrain où on doit se battre, il vaut mieux aller au combat plutôt que de penser aux petits intérêts. Je disais tout à l'heure que l'opposition, jusque-là, à Boko Haram, avait été molle parce qu'il y avait derrière des calculs politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que la diplomatie internationale, ce que nous appelons la communauté internationale, n'ait pas pu apporter son plein appui à l'armée nigériane. Et rappelez-vous que systématiquement, tous les partenaires ont dénoncé les méthodes employées, qui étaient uniquement des méthodes brutales
mais des méthodes aussi qui vantaient systématiquement les stratégies mises en place pour déjouer les attaques de Boko Haram. Rappelez-vous que le gouvernement Goodluck Jonathan n'a jamais voulu véritablement s'associer au Cameroun. Et pourtant, il y avait là une alliance à faire. En réalité, je pense que les calculs politiques ont prévalu jusque-là. Mais le Nigeria aujourd'hui est au pied du mur. Et surtout, il a la pression de ses voisins sur lesquels Boko Haram aujourd'hui déteint de façon négative. Alors à partir du moment où vous avez une telle pression, vous devez y faire face. Vous ne pouvez pas rester sourd sempiternellement. Alors il faudra bien que ce gouvernement nigérien essaie de trouver la solution. De trouver des solutions et que l'armée nigériane fasse ce qu'elle sait faire, à savoir se battre. Oui. Mais je le dis encore, ce ne sera pas le seul terrain sur lequel il faudra travailler. Il faut aller également sur d'autres terrains. Et parlant justement d'autres terrains, est-ce que vous pensez qu'on peut régler le problème de Boko Haram sans régler les crises libyennes, irakiennes et syriennes? Puisque pour beaucoup, Boko Haram est armé justement par les miliciens qui viennent de ces crises-là. Chacun sait que la déstabilisation de la Libye a été la déstabilisation du sous-continent. Il y a de ce côté-là énormément de choses à dire si on devait analyser dans le détail. Je suis convaincu que les va-t-en-guerre qui sont allés chercher Kadhafi n'ont certainement pas pensé qu'il y aurait des conséquences aussi atroces pour la sous-région. Aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre à contribution et vous voyez qu'ils sont déjà en train de parler de régler également le problème libyen. Mais ce sera aujourd'hui chose difficile. Mais le fait que la Libye, pour le moment, demeure, disons, une base arrière pour Boko Haram, à mon avis, n'est que temporel. Simplement parce que entre le Nigeria et la Libye, il n'y a pas à ce jour de frontière directe. Et dès l'instant où le Niger et le Tchad entrent dans la coalition contre Boko Haram et que Boko Haram se trouvant dans une poche, se retrouve quelque peu encerclé, il sera beaucoup plus facile de résoudre le problème. N'oubliez pas que le désert est très grand, le désert du Sahara est très grand. Mais sachez-le, les Tchadiens ont déjà fait leur preuve en cette matière-là. Rappelez-vous du conflit qui les a opposés à la Libye. Ils ont démontré qu'ils maîtrisaient bien le désert, au point de pouvoir faire face à des soldats aussi aguerris que ceux libyens dans la bande d'Aouzou. C'est pour vous dire qu'il y a du côté nigérien comme du côté tchadien des choses à attendre. Et c'est pour ça que la collaboration du Nigeria avec ses voisins peut s'avérer déterminante. Joël Yetonji, est-ce qu'on peut régler la crise au Nigeria, la crise de Boko Haram, sans chercher à trouver solution aux problèmes de la Libye, de l'Irak et de la Syrie? Si les autorités nigérianes décident de regarder dans ce sens-là, dans cette direction, je pense que ce serait se disperser, qu'ils restent concentrés sur l'essentiel. L'essentiel se joue déjà. Il faut couper le serpent justement à la racine, il faut couper le problème à la racine. Je dis à l'état où on en est. Il faut concentrer les énergies sur le Nigeria, ce qui se passe. Oui, Jean-Jamon l'a dit tout à l'heure, il y a un travail extraordinaire qui se fait déjà. Ce qui a fait la force, aujourd'hui, ce qui a fait la force de Boko Haram, même si les armes peuvent provenir après de la Syrie, de la Libye, ce qui a fait d'abord la force de Boko Haram en armement, ça a été d'abord l'armée nigériane. Cette armée, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les populations qui l'ont rapporté. Voilà, devant la fougue de ces islamistes qui n'ont Dieu que pour le sang et autres, mais les gens détalés, simplement on ne comprend pas. Cette armée dont on n'a plus à vanter les mérites, Jean-Jamon l'a cité, on les a vus au front, ils sont capables, que s'est-il passé? Il faut redonner le moral à cette armée, lui donner ce dont elle a besoin pour pouvoir retrouver son manteau d'antan, pour faire le travail qu'il sait si bien faire. Donc, qu'on reste concentré sur le travail au niveau du terrain et qu'on donne les moyens et surtout la confiance à cette force qui veut vraiment travailler. On a cité le cas du Cameroun, qui jusqu'à présent n'a pas pu apporter sa contribution. Ce n'est pas rien. Et le Niger, avec toute cette détermination, le Tchad, qui ne demande qu'à travailler, qu'on joue là-dessus et qu'on oublie un peu la Libye. Il y en a qui ont commencé par s'y occuper, ceux qui ont amené le désordre là-bas, ont commencé par se réveiller de leur sommeil parce qu'ils n'auront pas la paix chez eux. Le pire les attend s'ils ne se mettent pas trop tôt à la tâche. Donc,
Que Buhari essaie de se concentrer sur ce qui se passe au Nigeria, donne les moyens à cette armée, donne confiance à cette armée, je pense que ce sera un pari gagné. C'est possible d'y arriver. Mais qu'on n'oublie surtout pas, c'est vrai, il faut travailler avec tout le monde. Oui, les notables, les leaders religieux, la population à la base, tout le monde doit se sentir concerné par ce qui se passe. Vous savez très bien, Boko Haram n'a pas de couleur. Boko Haram à côté de vous, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est en cela que la contribution des populations. Cette population n'a jamais collaboré du temps de Goodluck Jonathan parce qu'ils ne se sont pas sentis vraiment en sécurité. Aujourd'hui, il est question de leur donner confiance et qu'ils se sentent aussi concernés par la cause, qu'ils peuvent dénoncer à tout moment des gens qui ont des comportements suspects. C'est de cela qu'il est conseillé. Voilà. Donc, si on peut travailler déjà à l'interne sur ces terrains, je pense que ce serait un combat gagné. Les autres feront ce qu'il y a lieu de faire de l'autre côté de la Libye et de la Syrie, qui n'est pas négligé non plus. Joël, Georges Amelon, justement, on va continuer. Alors, il y a un aspect, justement, peu abordé, justement, par les analystes, quand on parle de Boko Haram, c'est l'impact des actions de Boko Haram sur l'économie du Nigeria et des pays de la sous-région. Selon vous, quels sont ces impacts-là? Avant d'en arriver là, il faut d'abord se souvenir d'une chose. La victoire militaire ne sera, de mon point de vue, qu'une étape. En réalité, il faut se souvenir que Boko Haram, avant d'émerger comme une monstruosité, a longtemps été souterrain. Il faut se souvenir que quand l'armée nigériane avait abattu son fondateur, enfin la police nigériane plus exactement, puisque l'armée l'ayant pris, l'avait confié à la police. Quand la police avait abattu le leader, ils avaient estimé avoir coupé la tête de l'hydre. En réalité, l'hydre a continué à se développer jusqu'à cette soudaine résurgence où tout le monde s'est rendu compte qu'elle était désormais puissante et qu'il fallait faire autrement. Il faudra donc se dire que même s'il y a victoire militaire aujourd'hui, il faudra continuer à veiller au gré. Parce que un mouvement comme celui-là, vous allez peut-être en abattre les leaders principaux, mais les tentacules qui sont installés resteront. Et le mouvement deviendra peut-être clandestin en attendant peut-être de ressurgir. Et vous le dites bien, un effort de guerre ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'économie du Nigeria. C'est impossible. Le Nigeria déjà aujourd'hui est confronté aux difficultés liées à la baisse du prix du pétrole. Le Nigeria est confronté à beaucoup d'autres difficultés. Et le Nigeria se doit aujourd'hui de faire un effort de guerre. Goodluck Jonathan ne l'a peut-être pas fait à 100%. Mais aujourd'hui, l'armée nigériane devra s'engager. Et derrière une armée qui s'engage, il y a de la logistique. Il y a tout un tas de choses qu'il faut déployer et qui coûtent cher. Alors, l'économie nigériane, nécessairement, devra en payer le prix. Mais vous le savez aussi, quand le Nigeria tousse, il y en a beaucoup autour qui s'enrhument. Je suis convaincu que cette guerre qui va grandissant au Nigeria aura des impacts économiques sur la sous-région. Joël Yetonji, votre avis sur les conséquences économiques de cette guerre, une nouvelle guerre contre Boko Haram? Oui, elles ne sont plus à estimer. Les conséquences sont très importantes, on l'a déjà vu, à commencer par juste le citoyen lambda. Il y en a qui ont dû déserter les marchés, ne vendent plus. Il y en a qui sont, malgré eux, devenus des exilés chez eux et qui sont obligés de s'appuyer sur d'autres pour pouvoir s'en sortir. La ration alimentaire a été réduite. Ça, ce sont des conséquences à petite échelle. Mais à grande échelle, comme l'a dit tout à l'heure Georges Amelon, c'est vrai, s'engager dans la guerre, c'est des investissements qui ne disent plus leur nom. Mais il va falloir en payer le prix. Parce qu'on n'a pas le choix. Il est question de finir avec Boko Haram. Il va falloir le faire. Et pour ça, je pense, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut s'engager, mais en essayant de préparer en amont la relève. C'est un travail de longue haleine et nul ne sera de trop honorable de cesse de le dire. Il faut mettre tout le monde à contribution. Il faut travailler pour... Et il faut surtout ne pas l'oublier, faire comprendre aux citoyens qu'ils sont des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement en part. Quand ça va continuer comme ça, on aura d'autres Boko Haram ailleurs. Il faut s'inspirer de ce qui est en train de se passer au Nigeria et éviter que cela ne se reproduise ailleurs. Merci Joël Yetonji, merci Georges Amelon. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le premier sujet débattu dans cette émission. À présent, nous observons une courte pause pour un tour des informations en Afrique et dans le monde entier. Voici le flash d'information.
Au Nigeria, le président Buhari a salué ce jeudi le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram. C'était au lendemain de sa visite au Niger. Le président Buhari, investi vendredi, a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram. Au Burundi, après le report s'inédit des élections générales, les parties prenantes se sont entendues pour la reprise du dialogue politique. Néanmoins, l'opposition demande le départ de Saïd Djinit, le médiateur envoyé spécial des Nations Unies. En fait, les autorités libyennes non reconnues par la communauté internationale ont arrêté quelques 500 migrants illégaux qui prévoyaient de traverser la Méditerranée. Les clandestins arrêtés ont été emmenés vers les centres de détention à Tripoli. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon 2e mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement trouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Cette émission se poursuit. Nous allons à présent faire notre descente sur les terrains de football. Contre toute attente, le mardi 2 juin dernier, Sepp Blatter, nouvellement réélu à la tête de la Fédération internationale de football association, a annoncé sa démission. Le tout-puissant patron du football mondial a fini par déposer les armes face à la série de scandales de corruption qui secouaient son institution. Il a également annoncé des réformes à la FIFA avant l'élection d'un nouveau président prévu se tenir, si tout va bien, entre décembre 2015 et mars 2016. Après la démission de Sepp Blatter, quelle réforme pour la FIFA? C'est le deuxième sujet à débattre juste après ce générique. Pour parler de la FIFA, j'ai toujours sur ce plateau Georges Amelon, journaliste et analyste aussi sportif qui intervient au Bénin. Il est rejoint entre-temps par Félix Sondé Pépéripé, journaliste sportif et membre du comité presse de la Confédération africaine de football. Il était à Zurich lors du congrès de la FIFA qui a consacré la réélection de Sepp Blatter. Félix Sondé Pépéripé, bonjour. Joël, bonjour. Je reste avec vous, Félix Sondé Pépéripé. Vous avez donc assisté, comme je le disais tantôt, à ce congrès électif et quelques jours après, on a assisté à la démission du président Sepp Blatter. Est-ce que cette démission, selon vous, était prévisible? Non, rien ne présageait donc cette démission puisque j'étais à Zurich, j'ai tout observé et malgré les pressions de part et d'autre, Blatter a tenu à se faire réélire. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être que le FBI, puisque le FBI était à Zurich et devant nous, eh bien, ils ont arrêté donc des membres du comité exécutif. Je pense que quelque chose a dû se passer. Peut-être qu'on a... Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, vous étiez là? Peut-être. Il y avait certainement des jeux de couloir, vous voulez dire? Peut-être que le FBI qui a piégé les différents membres de la FIFA et qui a utilisé un des membres qui a été d'ailleurs arrêté, oui, a des preuves comme quoi Blatter est mêlé à des scandales. Oui, mais il y a eu quand même des preuves suffisamment graves exhibées par le journal New York Times qui parlait donc des transactions peu claires qui avait eu lieu entre la FIFA et justement la Fédération américaine de football. Ouais. Ici, je pense que ça doit être plus sérieux. Parce qu'on connaît Blatter, on connaît sa fougue, on le connaît, c'est le tout-puissant au niveau donc de la FIFA. Pour qu'il arrive à démissionner quelques jours après cette élection houleuse, je pense que quelque chose a dû se passer. Et nous, on s'est dit que des preuves plus graves contre lui-même, c'est ça? Il fallait négocier. Ils l'ont obligé à sortir. Je crois. Il fallait négocier. Ou on vous met en tôle, ou vous acceptez de démissionner. Et vous collaborez. Et puis bon,
On verra bien. Je pense que c'est ça qui a dû se passer. Est-ce à dire alors que les Américains soutiennent le concurrent de Sepp Blatter, le prince jordanien? Non, ce n'est pas une affaire de soutenir tel ou tel. Vous savez, ces Américains sont sur des dossiers de corruption depuis plusieurs années. Ça, c'est la réalité. Et chaque fois, la presse anglaise surtout fait état de corruption et à la veille de chaque congrès électif. Ça fait 2 décennies maintenant que je suis régulièrement les congrès, je suis accrédité à ces congrès électifs de la FIFA, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Et la dernière fois, je vous ai dit en direct que bon, cette fois-ci, il n'y a pas de problème à 2 jours de l'entame du congrès et que je pense que bon, les choses vont rester en l'état. Je serai pour le bonheur du football international. Et juste le lendemain, on a connu un cataclysme de dénonciation et d'arrestation. Justement, et c'est triste pour le football international et ça remet en cause beaucoup de choses. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Georges Amelon, la démission de Sepp Blatter de la tête de la FIFA, est-ce que vous, à un moment donné, vous y aviez pensé? Je pensais très fortement que les pressions étaient grandes. Vous savez, il faut voir ce qui est à l'origine. Les États-Unis qui se portent candidats à une Coupe du Monde, qui n'arrivent pas à l'obtenir, qui manifestement en sont un peu vexés et qui décident de lancer un certain nombre de représailles. Et vous savez, dans ce genre d'institution, tout se négocie. Il y a énormément de négociations. Et je suis sûr qu'avant même d'en arriver à perdre l'attribution de la candidature, les Américains avaient dû négocier un certain nombre de choses. Mais en face, d'autres ont été plus forts, d'autres ont peut-être été mieux disants. Et finalement, la Coupe du Monde est partie ailleurs. La grande puissance en a été vexée et a décidé de mettre sur la table les choses qu'elle savait de la FIFA. Elle a décidé de mettre une pression beaucoup plus grande sur les responsables de cette organisation internationale et nous voyons les résultats. En réalité, je crois qu'il y a eu un premier coup de semonce qui a été porté par certains leaders sportifs comme Platini, ceux qui sont venus dire à Blatter, bon écoute, il faudrait mieux que tu t'en ailles et que tu ne te représentes pas. Et bien, comme disait Félix tout à l'heure, Blatter a tenu bon. Il a dit, je ne m'en vais pas, je reste fort du soutien d'un certain nombre de fédérations. Il a été réélu. On a même vu de quelle manière. Parce que aller au second tour avec une telle force derrière soi, le prince Ali ne pouvait faire autrement que de se retirer. Mais, dès le lendemain, je suis sûr que les Américains et les Européens sont revenus à la charge avec d'autres formes de pression qui ont fait qu'au bout de 4 jours, le président de la FIFA a jeté l'éponge. C'est pour vous dire qu'il y a de gros enjeux en ce qui concerne le football. Les enjeux sont politiques, ils sont géopolitiques, ils sont économiques. Et je suis convaincu d'une chose, aujourd'hui, difficilement la FIFA peut prendre des options qui ne seront pas celles qui intéressent les États-Unis et l'Europe. Simplement parce qu'aujourd'hui, ceux qui financent la FIFA, les plus gros contributeurs de la FIFA, sont les Européens et les Américains. De ces régions du monde. Oui, mais alors, ce que nous ne comprenons pas, pourquoi si on parle autant de corruption dans le milieu du football? On parle de pression, on parle de corruption, on parle de beaucoup d'argent. Comment cela peut-il s'expliquer? On parle de pression, on parle de corruption, on parle de toutes ces choses qui existent dans tous les milieux où il existe le pouvoir. En football, on a l'impression que c'est beaucoup plus présent et on parle beaucoup plus d'intimidation également. Il y a beaucoup d'intimidation, il y a beaucoup de jeux de couloirs. J'ai dit pression, j'ai dit pouvoir, mais je n'avais pas encore dit argent. Parce qu'il y a pression, il y a pouvoir, parce qu'à la clé, il y a beaucoup d'argent. Ce ne sont pas en millions qu'on compte. C'est en milliards. Des milliards d'euros. En milliards d'euros. Vous le savez, de ce point de vue-là, il y a des sommes énormes qui se brassent. Il y a des intérêts puissants qui sont en jeu. Ne croyez pas que Coca-Cola est affilié à la FIFA depuis des dizaines d'années pour rien. Ça rapporte à Coca-Cola. Ne croyez pas que ça ne rapporte pas à Visa aussi, qui est l'un de leurs partenaires privilégiés. Et quand il y a de telles sommes, de tels intérêts en jeu, quand vous regardez ce que rapportent les droits de télévision et ainsi de suite, eh bien vous comprenez tout de suite qu'il y a des enjeux majeurs et qu'on ne peut que s'affronter sur ce terrain-là. Mais partout
partout où il y a de l'argent, beaucoup d'argent qui est brassé, il y a aussi de la corruption. Dès lors que les structures ne sont pas absolument organisées pour être transparentes. Or, les structures fêtières du football ou des autres disciplines sportives sont des structures à double vitesse, je dirais. Oui, mais il y a le gouvernement politique. On n'arrive pas à vraiment pénétrer dans Oui, c'est bien ce que je veux dire. Oui. Il y a le gouvernement politique et il y a l'administration. L'administration peut agir de façon plus ou moins transparente, mais le gouvernement, lui, fait de la politique et essentiellement de la politique. Alors, à partir de ce moment-là, forcément, quand les intérêts sont en jeu, tout se négocie. Et quand on parle de négociation, on parle de compromis, de compromission aux besoins. Et forcément, dans ces situations-là, on arrive à de la non-transparence. J'ajouterai une dernière chose. Les instances sportives considèrent que plus quelqu'un dure, plus le gouvernement est efficace. Simplement parce que... Est-ce que c'est vrai ? Les institutions sportives considèrent que quand on a des partenaires économiques forts, il faut assurer une certaine pérennité, que ces personnes soient toujours en face du même visage, des mêmes personnes qui les rassurent. Rien ne le prouve. On peut permettre à la jeunesse justement de faire la continuité. Croyez-moi, l'administration est une continuité. Regardez le sport et vous vous rendrez compte que les choses ne marchent pas comme dans nos constitutions. Oui, mais c'est justement de cette mafia justement que beaucoup de gens parlent. Dites-moi, Joël Arofodi, est-ce que vous connaissez beaucoup de constitutions de par le monde où le président ne peut pas faire plus de 2 mandats? On nous les assène en Afrique, mais elles ne sont pas respectées ailleurs. Et vous vous rendrez bien compte que tout simplement, ce qui rassure toute personne, c'est d'avoir toujours le même partenaire, si tant est que chacun y trouve son intérêt. Mais quand ça change tout le temps, on n'est pas forcément rassuré. Ça, c'est discutable, Georges Armand. Félicitations les PPRIP, le football et la corruption. Pourquoi il y a beaucoup d'argent, beaucoup de corruption? Je suis très à l'aise, surtout devant mon président, je vous le rappelle, c'est Georges Armand, le président de l'association des journalistes sportifs du Bénin. La seule association reconnue par l'association internationale de la presse sportive. Il est là depuis ça fait 2 ans. Ça fait 2 mandats. Donc il fera également 4 mandats comme Sepp Blatter. Non, au moins, je n'ose pas le croire. Comme Georges Armand le disait, c'est tellement vrai, nous sommes en football, pour que ça puisse marcher réellement avec les partenaires, les sponsors, il faut au moins 3 à 4 mandats. Mais après ça, il faut laisser la place à d'autres. C'est ce que Blatter n'a pas compris. Ça, c'est vrai, je n'étais pas tellement d'accord avec lui. C'est ce qu'il n'a pas compris. Parce qu'au dernier congrès, à Zurich toujours, il y a 4 ans, il a laissé entendre que bon, c'est son dernier mandat. Il s'était entendu avec Platini, avec tellement de bouquins également. Mais finalement, il veut revenir. Donc comme quoi le pouvoir est juteux. C'est ça, et surtout en football. Félicitations des PPRIP, maintenant que Sepp Blatter a démissionné, selon vous, quelles sont les réformes qu'il faut apporter au football, à la FIFA, justement, pour que le prochain mandat soit un mandat beaucoup plus agréable et qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des affaires de football? Ça a commencé d'abord par remercier la justice américaine qui a démontré aujourd'hui que les juges béninois ont raison à un moment donné, parce qu'on nous a toujours dit que les affaires de la FIFA, du football se règlent à la FIFA, on ne doit pas aller devant les tribunaux ordinaires, etc. etc. Ensuite, il faudrait franchement maintenant limiter les mandats. Il faudrait, puisque à la dernière réunion au dernier, pas le congrès, mais un des congrès quand même de la FIFA, ils ont sauté le verrou de limitation d'âge. Et on peut se présenter jusqu'à autant. Donc la FIFA est devenue la République de Gondwana. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que c'est de revenir à ça. Il faut limiter les mandats et dire au président de fédération qu'il ne sert à rien de voler l'argent des pays, des nations. Oui, mais si ça se vole au sommet, mais vous comprenez alors que ça pu se voler au niveau de simple fédération. Si la fédération mère est responsable de corruption et de scandale. Et tout de suite, lorsqu'un État décide de mettre de l'ordre dans son football, vous voyez, c'est la FIFA qui arrive, le pays est sanctionné. Je crois qu'il faut finir avec ça. Il faut des hommes vraiment corrects, de vrais sportifs. Vous avez vu ailleurs, ça marche quand même. C'est dans le football surtout qu'il y a tellement de problèmes. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, Blatter a démontré qu'il est capable de révolutionner les choses, il est capable de conduire à bon port ce football. Mais au dernier moment, il a cédé
à la corruption parce qu'il a fait plusieurs mandats. Et lorsque vous faites plusieurs mandats à 79 ans, vous voyez, vous êtes obligé de préparer. On finit par vous confondre au meuble de l'institution. Et rien ne dit pas qu'il pourrait être arrêté prochainement. Et avec toutes les informations que nous avons du côté de Zurich et des États-Unis, tout est possible. À tout moment. Oui. Alors, parlons toujours de ces réformes-là. Est-ce que vous pensez qu'il a le temps, d'ici décembre, est-ce qu'on peut réellement on peut toiletter les tests de la FIFA? Le temps est suffisant pour le faire? Et là encore, je pense que c'est une erreur, parce que lorsque vous démissionnez, vous partez. J'ai lu un peu les tests. Le premier vice-président prend la tête, c'est-à-dire le plus ancien des vice-présidents. Et il gère la suite, c'est en 3 mois, les élections, et puis ça y est. Mais lui, il veut rester. 4 mois, c'est ce que... 4 mois, voilà. Merci, monsieur le président, 4 mois. Lui, il veut rester lui-même. Et il propose déjà quelqu'un pour assurer cette tâche. C'est ce qui me gêne, moi, personnellement. Et je pense que, enfin, à la prochaine réunion, les délégués seront obligés de lui dire... Monsieur le Président, ça ne se passera pas comme ça. Ça va être une autre crise certainement. Georges Amelon, les réformes à apporter au test de la FIFA pour avoir plus de transparence dans cette institution. Eh bien, je parlais tout à l'heure de la question des mandats et il ne me semble pas qu'il soit judicieux de n'indexer que cette question de ces personnes qui s'éternisent au pouvoir. Vous savez, la reine d'Angleterre est là depuis bien longtemps, mais elle est contrôlée par le fisc anglais. Elle est contrôlée par l'administration financière, l'administration économique et tout ce que vous voulez. En réalité, ce n'est pas les hommes qui constituent le problème. Ce sont les institutions et leur fonctionnement. Et vous avez entendu tout à l'heure, à un moment donné, Sepp Blatter a pensé qu'il fallait modifier les tests pour rester éternellement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est cela. Qu'est-ce qu'il y avait en face de Sepp Blatter au niveau institutionnel pour l'empêcher d'aller dans ce sens-là? Vous le savez très bien, au Bénin, si nous n'avions pas une constitution qui avait érigé comme verrou un certain nombre de points, notre constitution aurait été modifiée. En réalité, dès l'instant où vous avez des institutions qui constituent des garde-fous, qui sont capables de vous demander de rendre des comptes, qui sont capables de vous demander de respecter des normes, il y a beaucoup plus de sécurité pour les personnes que vous gouvernez. Le problème n'est pas que l'homme s'éternise. Le vrai problème, c'est qu'il continue à être en capacité de. Et c'est pour ça que derrière, il faut des gens pour lui demander des comptes. Même quand vous avez vous-même fondé votre entreprise, vous mettez, si vous voulez être transparent, un conseil d'administration. Un conseil d'administration qui est capable de vous interroger, qui recueille les avis de vos actionnaires et qui sont capables de juger de votre gestion. Et le vrai problème à la FIFA, comme dans d'autres secteurs du sport aujourd'hui, c'est qu'on a séparé, comme je disais tout à l'heure, l'administratif du politique. Du coup, vous avez comme 2 têtes et une tête qui est surpuissante et qui décide pour des fonctionnements et de tous ceux qui restent. C'est elle qui fait les normes. Elle est juge et partie. Et à partir de ce moment-là, les dérapages sont immédiats. Non, selon vous, il faut revoir cette partie. Il faut nécessairement installer partout, que ce soit chez nous ou ailleurs, des institutions suffisamment fortes pour constituer des contre-pouvoirs, des garde-fous, pour arrêter la force. On dit que la force, c'est la force qui arrête la force. Il faut qu'il y ait des institutions suffisamment fortes face à certains présidents pour... Si nous restons dans le domaine sportif, regardez les entraîneurs. Vous allez vous rendre compte que toutes les grandes équipes essayent de pérenniser un entraîneur. Ferguson, Wenger, et ainsi de suite. Et tant qu'ils font du bon travail, tant que leur travail est contrôlé et qu'il apporte les résultats escomptés, des résultats conformes, pas seulement sur le plan technique, parce que sachez-le, Wenger est un manager, il n'est pas qu'un entraîneur. Et à partir de ce moment-là, les clés de la maison, d'une certaine façon, lui sont confiées, mais on lui demande des comptes. Et s'il est fidèle aux options que le club a prises, s'il est fidèle à ce qu'on lui a demandé d'apporter comme résultat, eh bien, il reste en place. Le jour où les résultats ne sont pas bons, il s'en va à la porte. Et c'est de cela qu'il s'agit. Je suis d'accord avec vous, Georges. Pour finir très rapidement, je vais vous demander quel est le sort que vous voyez pour Sepp Blatter après son départ de la tête de la FIFA.
Très rapidement, je commence par vous, Cher Jamlon. Eh bien, je crois que si le deal qui a été fait aujourd'hui pour que ces Blatter assure la transition ne lui assure pas l'impunité, il y a fort à parier qu'il se retrouvera devant des tribunaux. Félix, son des PPRP. Même avis, mais je précise que c'est seulement des membres de la CONCACAF, la Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, qui sont arrêtés pour l'instant. Aucun Africain. Et il y a une rumeur qui a circulé comme quoi les gens sont allés à l'hôtel du président de la CAF, Issa Hayatou, pour l'auditionner, tout ça. Nous, on était à Zurich. Je crois que ça, c'est faux. Et il a dit. Personne ne l'a écouté. Et pour l'instant, je pense qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Merci Félix, ce sont des PPRIP. Merci Georges Jamlon. Madame, monsieur, ce sera tout pour le débat de SICA Infomac de ce jour. Deux thèmes du moins, c'était à l'ordre du jour de cette émission. D'abord, la reprise des violences au Nigeria. On s'est interrogé sur les capacités du président Buhari à en finir avec le groupe Boko Haram. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux réformes à apporter à la FIFA, la Fédération internationale de football association, après la démission de son président, Sepp Blatter. Merci de nous avoir suivis. La suite de cette émission, elle est consacrée aux nouvelles économiques en Afrique et dans le monde entier qui mettront un terme à votre émission SICA Infomag de ce jour. Voici le journal de l'économie présenté par Inès Arwansou.